Ce livre est né d'un élan vital car tous les écrivains à un moment donné sont obligés de retourner à la source première de leur enfance parce que l'enfance c'est quelque chose qui n'est pas simplement derrière soi mais devant. Et une manière de la revivre, c'est sans doute de l'écrire. Il y a des dates dans lesquelles on peut encore voyager, qu'on croyait totalement connues et qui recèlent encore des territoires à défricher. Le livre se compose de deux parties. Une première qui est intitulée « Dedans », c'est en fait le cosmos familial, la vie de famille, les parents. Et une autre partie qui s'intitule « Dehors » et qui se déroule quasi exclusivement dans le milieu scolaire. Donc ce sont les deux référents qu'on a quand on est enfant, la famille et l'école. Dans la famille, j'ai été humilié par les parents. À l'école, j'ai souvent été humilié par les filles, par exemple. Donc c'est un roman d'humiliation, comme il y a des romans d'initiation. Et j'ai décidé, que ce soit dedans ou dehors, d'avoir une sorte de calendrier qui est celui des années scolaires. Donc dans les deux cas, ça va de la maternelle à la classe de mathématiques spéciales. Dehors et dedans et dehors, mais la chronologie est celle de la classe. J'ai laissé faire ma nature, c'est-à-dire que je me suis forcé à rien. Les dates, les événements ont surgi tout seuls du passé. Ils se sont actualisés à mesure que j'écrivais. Et j'ai fait quasiment aucun effort pour me concentrer sur les souvenirs. Mes notes et le plan pour ce livre tenaient vraiment sur un ticket de métro. C'est-à-dire que tout est venu de manière très fluide, comme des évidences. J'ai pas été chercher en me forçant des souvenirs. Ils sont tous apparus comme s'ils n'avaient pas bougé depuis que je les avais vécus. Ils étaient là en place, j'avais plus qu'à les dessiner d'une certaine manière. Je suis un grand lecteur de Proust, un grand lecteur de Balzac, un grand lecteur de Gide. Et je crois que longtemps, j'ai voulu surjouer le XXe siècle en essayant d'expérimenter. Et puis je crois que la littérature expérimentale, au bout d'un moment, il faut s'en défaire et que l'expérience doit avoir lieu ailleurs. Ailleurs que dans l'événement stylistique, dans l'étonnement stylistique. L'étonnement doit se situer dans la chose racontée. Et une manière forte de raconter les choses au plus près de leur vérité, c'est peut-être de choisir la langue la plus précise pour les faire advenir. Or, je ne connais rien de plus précis que le français classique. Gide se plaignait déjà qu'en 1904, la langue classique était morte. Donc j'ai essayé de réveiller avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de force, une langue qui est là, à notre disposition, mais qui est peut-être aujourd'hui n'est plus peut-être que l'apanage des écrivains et des lecteurs. C'est bien de savoir qu'il y a encore un endroit où cette langue bouge, vit, s'exerce, vibre, étonne et peut-être émeut. Un écrivain est quelqu'un dont l'obsession première est de faire en sorte finalement que le mot et la chose ne fassent qu'un. Et donc on vit toujours dans le fantasme que les mots sont une réalité. Et lorsqu'on a des enfances qui sont peut-être fracassées par l'extérieur, il n'est pas du tout étonnant qu'on choisisse les mots pour se proposer un autre monde. Les mots font vivre les êtres et les mots proposent un cosmos de substitution qui n'est pas simplement imaginaire. La littérature n'est pas simplement quelque chose de l'ordre de la fiction. C'est une proposition d'un univers différent qui n'est pas au-dessous, qui n'est pas au-dessus, mais qui est à côté et dont la légitimité est la même que ce qu'on appelle la vraie vie, celle qui pique, dans laquelle on tombe, on se fait mal, etc. Mais dans un livre, on peut tomber. Dans un livre, on peut se faire mal. Dans un livre, on peut partir à la guerre. Dans un livre, on peut se faire frapper. Dans un livre, on peut mourir. Ce qui prouve qu'il n'y a pas réalité et fiction. Il y a premier univers et deuxième univers. Et lorsque le premier univers nous déplaît ou nous percute, on choisit le deuxième pour avoir une autre vie que celle que le hasard et parfois la nécessité nous ont proposée ou imposée. Bien sûr que tous les écrivains rêveraient d'avoir une sorte de gloire littéraire, d'avoir un nombre de lecteurs absolument faramineux. C'est le paradoxe de l'écrivain qui, d'un côté, veut exprimer une réalité, une vérité intime très profonde, et qui, en même temps, réclame que cette vérité intime soit reconnue et lue par tous. Donc, j'ai ces deux paradoxes en moi. Mais la vérité est que autant je peux tout donner quand j'écris, autant le destin de mon livre ne m'appartient pas véritablement. Donc dans ces cas-là, j'essaye de me concentrer sur le livre suivant
en me faisant croire à moi-même qu'il sera meilleur que le précédent, et qu'étant meilleur que le précédent, il aura peut-être mécaniquement plus de lecteurs. Je m'invente cette fiction-là, qui est une fiction qui me permet de me rassurer, et je sais toujours que entre l'écrivain et le lecteur, il y a un malentendu. Si je vends peu de livres, c'est sur un malentendu. Si j'en vends beaucoup, c'est sur un malentendu. Mais ce malentendu-là s'appelle la littérature.